Bonjour à tous et à toutes, désolé pour le petit contretemps. Moi on m'a demandé de venir parler des enjeux de l'open access. Alors vous l'avez entendu, c'est pas mon travail de recherche, le libre accès, je suis informaticien. Je suis militant sur ce sujet-là. Et donc comme ça a été évoqué, les enjeux de l'open access ne sont pas seulement financiers, même si c'est des enjeux importants. J'ai cru comprendre que dans la salle il y avait beaucoup de gens qui sont responsables de laboratoires, d'établissements. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le désengagement de l'État ces dernières années fait que ces dernières années on est pour les premières fois en train de geler des postes dans les universités. Et évidemment c'est rageant d'avoir en même temps des dépenses de plusieurs millions pour racheter des choses qu'on a produites, évidemment. Mais donc je viens vous parler aussi des enjeux politiques de l'open access et des modèles vers lesquels je souhaiterais qu'on aille. Donc je vais commencer par vous parler de ce que c'est les communs. Donc un commun, c'est trois choses. Donc c'est une ressource partagée qui peut être matérielle ou immatérielle. C'est un mode d'accès à cette ressource et les règles de son partage. Je vais vous donner des exemples après. Et très important, une gouvernance de cette ressource. Je vais juste bouger le curseur. Voilà. Donc on va tout de suite prendre un exemple très simple, un verger dans un village. Donc ça pourrait être organisé comme un commun. Donc la ressource, c'est des pommes, hein. C'est une ressource matérielle. Si j'en prends une, personne d'autre ne peut l'avoir. C'est une différence avec les ressources immatérielles. Le mode d'accès, ça pourrait être que chacun peut aller se servir librement, directement dans l'arbre. Et puis les règles du partage, ça serait que par exemple on ait droit chacun à 3 pommes par semaine, les bonnes années. Et voilà. Et puis qu'il faille que chacun contribue à l'entretien du verger. D'accord ? Et puis le mode de gouvernance, ça pourrait être le conseil municipal qui décide de ces règles-là, donc des élus. Et le rôle de la gouvernance d'un commun, ça va être de s'assurer sa pérennité. D'accord ? Donc par exemple, si on a une mauvaise année, peut-être qu'ils vont dire cette année on a le droit qu'à 1 pomme par semaine par personne. D'accord ? Pour histoire que tout le monde puisse en profiter, qu'on n'assèche pas complètement la ressource. D'accord ? Maintenant, je vais prendre un autre exemple de commun. Wikipédia, vous connaissez tous. La ressource, cette fois-ci, elle est immatérielle, c'est du savoir encyclopédique. On y accède par copie. D'accord ? C'est ça qui se passe quand on accède à une page web. On copie son contenu du serveur à notre ordinateur. D'accord ? Donc ça veut dire que quand je prends quelque chose dans Wikipédia, c'est toujours là, je ne l'enlève pas. Ça va être la même chose, évidemment, vous l'avez compris, avec les articles de recherche. Les règles, le mode d'accès, c'est en ligne, hein, d'accord, on y va via Internet. Et les règles du partage, c'est qu'il y a une licence libre, d'accord, qui nous permet à tous de récupérer du contenu sur Wikipédia, de le réutiliser, pourvu qu'on dise que ça vienne de Wikipédia. On peut modifier le contenu, contribuer, d'accord, au commun, comme dans le village, il faudrait que chacun vienne entretenir le verger, chacun son tour, d'accord. Là, tout le monde peut participer à corriger les erreurs qu'il peut y avoir, ajouter des nouvelles connaissances. La communauté aussi est très efficace pour lutter contre le vandalisme sur les pages de l'encyclopédie. Et la gouvernance, c'est la fondation Wikimedia, la communauté aussi qui l'assure. Et la fondation Wikimedia s'assure de la pérennité de ce commun en faisant régulièrement, vous l'avez déjà vu tous et toutes, des appels aux dons, par exemple, d'accord, pour maintenir les serveurs, etc. s'il y a besoin pour faire tourner Wikipédia. Bon. Alors les communs, c'est vachement joli, mais vous l'avez compris, c'est très fragile, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde joue le jeu, sinon c'est embêtant. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle la tragédie des communs. Là, l'idée, c'est que, par exemple, le verger, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles, qui décide que, non, lui, il va prendre plein de pommes, il va faire de la compote, il va la vendre, il n'y a plus de pommes pour les autres, et c'est dommage, ça tue un peu l'idée, les gens vont se désengager, vont dire, si c'est comme ça, moi je vais plus donner de mon temps le dimanche pour aller entretenir le verger. Quelqu'un pourrait même décider de couper des arbres parce qu'il a besoin de se chauffer pendant l'hiver, et du coup, il n'y a plus d'arbres pour faire des pommes, et donc on peut assécher complètement un commun comme ça. Alors, évidemment, là on parle d'un commun matériel, mais ça peut aussi arriver sur un commun immatériel. Donc on a des logiciels libres, par exemple, où tout le monde s'en sert, tout le monde est très content, mais les gens ne vont pas donner de leur temps, même les entreprises qui l'utilisent et qui en bénéficient énormément, ne vont pas forcément y contribuer, parce qu'elles en profitent et que cette tragédie des communs fait qu'on a tout intérêt à tricher, en fait, c'est-à-dire à ne pas jouer le jeu du commun.
Ça a été le cas, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Heartbleed, une faille qu'il y avait dans OpenSSL, qui est le bout de code qui protège toutes vos transactions sur le web. D'accord ? Bah, il se trouve qu'évidemment, toutes les entreprises commerciales font appel à ce bout de logiciel, mais comme très peu y contribuent, il n'y avait pas beaucoup d'yeux qui étaient passés sur le code, et il y avait une faille béante qui a provoqué un séisme sur le web il y a quelques mois. Il y a des logiciels que vous connaissez peut-être aussi, par exemple GIMP, logiciel de dessin, de retouche photo, qui en manque de développeurs, qui risque par abandon, qui risque de disparaître. Ça devrait, mais ouais. Et puis du coup, je vais vous proposer de réfléchir à une Wikipédia alternative, qui est aussi un espèce de commun, mais qui, donc, avec une ressource immatérielle, mais qui est gérée un petit peu différemment. Donc l'idée, c'est que c'est un commun, hein, donc tout le monde peut rédiger des articles, tout le monde peut les consulter, d'accord, et les corriger. La différence, c'est que cette fois-ci, on a décidé que pour consulter un article, il faut payer 30 €. D'accord. Bon, alors c'est un peu cher, mais vous inquiétez pas, on n'est pas non plus des monstres. On a prévu des abonnements. Donc vous pouvez accéder à 3 articles par jour, par exemple, si vous payez 1 000 €, et puis pour 5 000 € par an, vous pourrez carrément accéder à tous les articles que vous voulez en illimité. C'est quand même vachement généreux. Et puis pour les institutions, il y a des abonnements aussi groupés, et vous avez vu, c'est même pas en fonction de la taille de l'institution, on est quand même vachement sympa. Donc quand je présente ça aux gens qui ne sont pas dans notre milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, ça les fait rire et ils se disent mais ça ne peut pas marcher un truc comme ça. Et en fait si, c'est comme ça que ça marche chez nous. D'accord. Et là les gens ils hallucinent pas mal en général. Donc vous savez tous comment ça marche la recherche, mais pour la suite de l'exposé et puis pour les gens peut-être qui nous regardent sur le web, si j'ai bien compris, je vais quand même refaire schématiquement l'explication. Donc il y a plusieurs étapes, c'est une explication schématique qui essaye d'être générique, donc évidemment comme c'est très différent d'un domaine à l'autre, les sciences expérimentales, pas expérimentales, les sciences humaines et sociales, la littérature, les arts, tout ça, c'est très schématique. Donc au début on cherche une question, donc ça suppose un accès à l'état de l'art, c'est-à-dire aux articles qui existent déjà, et puis on essaye de trouver une bonne prochaine étape, un petit incrément qu'on pourrait faire pour contribuer, ajouter sa pierre à l'édifice. Donc ça, je le répète, ça suppose un accès à la connaissance. D'accord, à l'état de l'art de ce qu'on fait, donc aux articles qui ont été publiés dernièrement et ceux d'avant, puisqu'ils sont cités et que les articles qui ont été publiés dernièrement s'appuient sur ceux qui sont cités avant. Ensuite, la recherche d'une réponse, donc ça c'est la recherche proprement dite, d'accord, donc on travaille, et puis un jour on obtient des résultats. Alors, souvent parce qu'on avait cherché au début, ça peut être autre chose, ça peut être des nouvelles questions, mais il n'empêche qu'à un moment donné, on arrive à des résultats, et à ce moment-là, la façon qu'on a de faire aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, mais aujourd'hui, en tout cas, on rédige un article. Donc ça veut dire qu'on expose nos résultats dedans, on explique, on essaye d'expliquer notre méthodologie, de mettre des preuves, et tout ça. Bon. Une fois que cet article il est rédigé, on le soumet. Alors je vais parler pendant tout le long de l'exposé de soumettre à une revue, parce que c'est plus simple que de tout préciser à chaque fois, mais sinon, vous savez, mais je précise à nouveau que ça peut être un journal, ça peut être une conférence, ça peut être un workshop, ça peut être plein de choses différentes, ça dépend beaucoup des domaines, d'accord. Donc par exemple moi en informatique, les plus gros trucs prestigieux pour publier, c'est des conférences, il y a des domaines où c'est plutôt les journaux, d'accord. Bon, et du coup, une fois qu'on a soumis cet article, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la revue organise une évaluation de cet article. Donc c'est ce qu'on appelle le peer review, l'évaluation par les pairs, où en fait cet article il va être jugé sur sa qualité, sa nouveauté, sa pertinence par rapport au sujet de la revue, et donc d'autres critères, et il va y avoir des commentaires qui vont être faits, il va pouvoir être accepté ou rejeté, mais s'il est accepté, on passe à la publication de l'article. Alors publication, c'est censé vouloir dire qu'on le rend public. Évidemment, vous avez compris que c'était un peu plus compliqué que ça, donc c'est pas une vraie publication, c'est une publication au sens de il est dans la revue. D'accord. Bon. Donc le rôle des maisons d'édition dans le monde actuel, le système actuel, c'était censé être la mise en page des articles. On va voir après que c'est pas forcément toujours le cas. Et donc, les maisons d'édition, le travail qu'ils avaient, en tout cas historiquement, c'était de mettre en page les articles. D'accord, les chercheurs et les chercheuses font le boulot de faire la recherche, et puis ensuite ils envoient des articles qui étaient tapés peut-être à la machine à écrire ou à la main, choses comme ça, et puis ensuite c'était mis en page, on remettait les figures, les graphiques et tout ça proprement dedans. Bon, ça c'était un travail, un vrai travail.
Distribuer le plus largement possible les articles, bah, évidemment, il y a un moment donné où il fallait les imprimer et les amener dans les BU, d'accord, ou dans les académies, ou historiquement, en tout cas dans les endroits où il y en avait besoin de ces articles. Et c'était un vrai travail aussi parce que il faut d'abord le mettre sur des arbres morts et tout ça, et puis ensuite il faut le transporter vraiment d'un point du globe à l'autre. Gagner de l'argent, c'est des entreprises privées, d'accord, évidemment c'est un but important. Et puis faire connaître les chercheurs, ça c'est un rôle dont les maisons d'édition héritent, parce que ça les arrange bien aussi, c'est-à-dire qu'on est évalué en tant que chercheur sur combien on publie, mais surtout aussi où on publie. Alors, on va revoir un petit peu chacun de ces arguments, parce qu'en fait la mise en page des articles, de plus en plus c'est à nous de le faire, d'accord. Donc moi je me rappelle très bien la première fois que j'ai publié un article, la dernière version que j'ai soumise, c'était un journal chez Springer. En fait, la version éditeur, elle avait changé parce qu'il a mis les numéros de page en bleu et puis j'avais écrit sect. Pour faire des références aux sections et ils avaient changé ça en sect. Ils avaient rajouté un T partout. Voilà. C'était tout l'effort d'édition qui avait été fait, tout le reste c'est moi qui l'avais fait. Et en fait, c'est de plus en plus le cas qu'on nous fournit des modèles, donc alors selon les disciplines, des documents de classe LaTeX ou des modèles pour Word ou LibreOffice ou des choses comme ça. Et c'est à nous de faire complètement le travail de mise en page. Et puis quand c'est pas nous qui le faisons, dans les grosses maisons d'édition, de plus en plus il est délocalisé, il est plus fait au contact des chercheurs et donc il est fait par des gens qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et j'ai vu des cas autour de moi d'articles qui se retrouvent en version finale avec 2 fois le même graphique ou un paragraphe au mauvais endroit, des choses comme ça qui peuvent arriver, ce qui est quand même assez catastrophique. Donc distribuer le plus largement possible les articles, aujourd'hui on a internet, donc c'est quand même devenu un peu moins compliqué, quoi. Gagner de l'argent, ça marche toujours très bien. Et ça, sur ça, c'est vraiment des pros, quoi. Là, il n'y a pas de souci, j'ai rien à redire. Ça marche plutôt bien. Et évidemment, faire reconnaître les chercheurs, ça, tant qu'on joue le jeu de la bibliométrie, les maisons d'édition sont gagnantes. D'accord. La bibliométrie, ça a été inventé à la base par le facteur d'impact, par des bibliothécaires qui voulaient essayer de classer un peu les trucs, et ça a été immédiatement... donc c'était une bonne intention à la base, hein, c'était pour essayer de fournir les articles les plus pertinents, d'accord, aux chercheurs et aux chercheuses. Et ça a été immédiatement récupéré par les maisons d'édition. Et puis aujourd'hui, qui vous fait la publicité de la bibliométrie et qui vend même les outils, les Saival, les Scopus et tout ça pour faire de la bibliométrie, c'est les maisons d'édition, d'accord, qui nous retiennent du coup prisonniers de leurs journaux qu'elles possèdent. Donc du coup, si on fait l'état des lieux, on a de l'argent public qui finance tout, d'accord, donc la recherche, les locaux, le matériel, le contrôle de la qualité, puisque l'évaluation par les pairs, c'est partie de nos missions, d'accord, donc on n'est pas rémunéré par les journaux, les revues pour faire ça, d'accord. Et parfois même on finance la publication, c'est-à-dire qu'il y a certains domaines où même avant qu'on parle d'APC et c'est-à-dire du modèle auteur-payeur dont je vais parler après, il y avait déjà certains domaines où on payait à la page pour publier, d'accord. Évidemment, c'est plus cher un PDF en couleur qu'un PDF en noir et blanc, comme vous le savez tous en plus. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que les maisons d'édition, historiquement, elles exigent une cessation du droit d'auteur ou du copyright selon les législations, et c'est toujours le cas. Donc ça veut dire qu'on a une appropriation privée des produits de la recherche publique, et évidemment après on le revend à qui ? À la recherche. Donc on rachète avec de l'argent public quelque chose qui a été gratuitement donné à une entreprise privée et qui avait été initialement produit sur de l'argent public, d'accord ? Donc de la région ou de l'État ou des labos, etc. Et donc c'est des prix exorbitants, donc je vais vous donner quelques exemples de prix exorbitants pour ceux et celles qui n'ont pas encore trop l'idée de ça. Donc je me rappelle en 2011, j'étais au CA à l'ENS, donc à Paris, et donc le service commun de documentation, il y avait un rapport consolidé qui m'a permis d'accéder donc à ces chiffres. Et donc les dépenses totales c'était 2 millions et les dépenses documentaires 1 million. Je me disais, waouh, c'est beaucoup, et puis je vais voir un peu plus loin. Et en fait, ils étaient vachement contents de dépenser que 1 million parce qu'en fait, l'ENS c'est tout petit et surtout tous les labos sont des UMR quasiment. Et du coup, en fait, ils ont déjà accès via le CNRS, via l'UPMC, via Diderot, enfin d'autres universités autour, l'INRIA, d'autres établissements de recherche, à plein de choses. Donc ils n'ont pas besoin de s'abonner à beaucoup de bouquets et tout ça. On peut aussi prendre l'exemple du CNRS, donc dans le rapport de 2013,
qui racontait que les dépenses documentaires, c'était environ 36 millions d'euros. C'est assez colossal. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'avoir les chiffres quand on n'est pas soi-même dans une université ou une bibliothèque universitaire, plus exactement, et responsable de ces choses-là, parce qu'il y a Couperin, donc un consortium qui achète au niveau national, et du coup, d'avoir les chiffres individuels, c'est plus compliqué. Et puis en face, du coup, en écho à ces dépenses, il y a des profits. Et donc, voilà, donc Riedel Elsevier 2013, la même année, c'était un peu moins de 7 milliards de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards de bénéfices. Donc c'était les plus 5%, plus 3%, c'est par rapport à l'année d'avant. Je ne mets pas à jour parce que c'est déprimant et ça monte tous les ans. Donc, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit au début, le coût financier, c'est un problème, mais c'est surtout un symptôme. Le vrai problème, il est politique. D'accord ? Derrière tout ça, c'est le modèle de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer de privatiser comme ça la connaissance ? Les problèmes, j'en ai listé quelques-uns. Il y a l'accès citoyen, d'accord, de tous et toutes. On pourrait estimer que la recherche financée publiquement en médecine, surtout par exemple, tout le monde doit y avoir accès. Pour certains, ça peut être aussi important, par exemple, que l'ensemble des startups puissent accéder à toutes les innovations tout ça, qui sont faites en physique, en informatique, dans toutes les biotechnologies et tout ça, sans avoir à se ruiner et à avoir des investissements en plus. Évidemment, l'égalité entre les étudiants, les étudiantes, les chercheurs, les chercheuses et toute la communauté scientifique, finalement, et dans le monde entier. D'accord ? Ça, c'est important parce que nous on est quand même un pays riche, donc ça nous énerve de payer les choses qu'on a produites nous-mêmes, mais on peut le faire malgré tout. Donc, oui, on peut le faire. Mais il y a des endroits où c'est peut-être pas le cas, et moi ça m'attriste un peu de penser à toutes les opportunités manquées, parce que des chercheurs sont dans des universités ailleurs dans le monde où ils n'ont pas du tout accès à l'état de l'art. D'accord ? Ça veut dire qu'on passe peut-être à côté d'inventions révolutionnaires, de vaccins, de j'en sais rien. D'accord ? En tout cas, c'est un réel problème, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Dès le départ, pour commencer à faire de la recherche, on a besoin d'avoir accès à l'état de l'art. Okay. Donc, en solution à ces problèmes-là, pas une solution complète, mais une bonne solution, se propose le libre accès. Donc le libre accès, c'est quoi ? C'est défini comme la mise à disposition des publications et des données de la recherche en accès libre, gratuit et illimité sur Internet, sans restriction de paiement ou d'abonnement pris auprès d'éditeurs ou de sociétés savantes. C'est une jolie définition, mais elle est un peu large. D'accord ? Donc, ça peut donner lieu à plein de choses différentes. Et donc, je vais vous en parler de 3 en particulier. Donc, la voie verte, ce qu'on appelle aussi auto-archivage, la voie dorée et la voie diamant. Donc, la voie verte, l'idée, c'est que les articles sont mis en ligne directement par les chercheurs et chercheuses. D'accord ? Donc, c'est une voie qui est parallèle au circuit de publication traditionnel, au sens où on peut le faire en parallèle, voilà, tout simplement. Ce qui est important quand on fait ça, c'est d'utiliser des dépôts pérennes, donc c'est-à-dire des archives institutionnelles ou nationales. D'accord ? Les academia.edu, les ResearchGate, tout ça, ça sert à rien. D'accord ? Ça, c'est-à-dire que c'est aussi des entreprises privées qui cherchent un business model ou qui l'ont trouvé. Donc soit c'est des trucs pas très éthiques à base de publicité, de ciblé, donc de tracking et tout ça. Parce que moi je travaille en privacy, en informatique, donc évidemment ces choses-là ne me plaisent pas. Mais il y a aussi le problème de leur pérennité, c'est-à-dire que on a eu je ne sais pas si vous avez entendu parler de SSRN, donc qui était pour les sciences sociales un espèce de dépôt, d'accord, pour les sciences sociales qui s'est fait racheter, ou Mendeley aussi qui s'est fait racheter aussi par Elsevier il me semble. Une fois qu'une maison d'édition rachète ce genre de choses, ce qui est possible quand c'est une start-up ou une entreprise, ils enlèvent les papiers qu'ils ont envie d'enlever. D'accord ? Donc en l'occurrence, ceux qui sont encore en train de vendre, ils disparaissent. D'accord ? Donc c'est important de le faire là-dessus. C'est une méthode qui est bien, évidemment. En revanche, on a le souci que les versions finales des articles, la propriété, on l'a vu, c'est celle des maisons d'édition, d'accord, à cause de la cessation de droits d'auteur ou de copyright. Okay. Du coup, c'est elles qui décident quand c'est qu'on a le droit de mettre les articles. Alors en France, on a depuis 2016 la loi République numérique là, de Axel Lemaire qui nous aide beaucoup. Donc maintenant, vous avez le droit de mettre vos articles donc, au bout de 6 mois après la publication en sciences et 12 mois en sciences humaines sociales, littérature, langue et art.
vous avez le droit de déposer donc, sur un dépôt, donc ça peut être à l'archive, Zenodo, enfin si vous voulez, d'accord, mais vous avez le droit de le faire. Mais c'est pas le cas partout, c'est pas le cas tout le temps, d'accord. Donc il y a des gens qui se sont dit on va faire autre chose, la voie dorée, vous avez vu dorée c'était censé être bien et tout ça. C'est mieux, c'est doré quoi. Donc là l'idée c'était que c'était l'accès libre directement depuis le site de la maison d'édition. En gros on publie directement en open access, d'accord. Malheureusement ça a été détourné par les lobbies des maisons d'édition parce que vous imaginez bien que avec tous les milliards qu'ils ont, ils font pas rien, d'accord. Donc ils ont des lobbies assez puissants. Que ce soit au Sénat aux États-Unis ou à Bruxelles en Europe, et sûrement ailleurs. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la voie dorée, et c'est suffisant, c'est suffisamment, il y a suffisamment de lobbies puissants qui s'occupent de ça pour qu'on confonde même libre accès et ce modèle auteur-payeur. Et donc du coup, les gens pensent que pour publier en libre accès, ça veut dire que c'est l'auteur qui doit payer. Ce qui n'est pas du tout un modèle qui peut être tenu par les... par exemple, le CNRS serait complètement ruiné avec leur nombre de publications par ce modèle-là. Surtout que les prix sont évidemment décidés par la maison d'édition qui correspondent absolument en rien au coût de la publication. D'accord. Et puis du coup, il y a ce dont je viens vous parler, ce que je viens vous proposer, qui est la voie diamant, qui est aussi appelée Fair Open Access ou voie Platinum, j'ai vu aussi des fois. Où là c'est quelque chose de beaucoup plus précis, c'est dire on va faire des résultats de la recherche un commun, ce dont je vous ai parlé au début. D'accord. On va faire l'exercice, donc j'avais dit qu'un commun c'était trois choses, une ressource, un mode d'accès, des règles de partage et une gouvernance. On va regarder comment on fait pour les articles, pour les résultats de la recherche. Donc la ressource, c'est les résultats de la recherche, donc les articles, les données, du code source, tout ce qui peut sortir de la recherche. C'est une ressource immatérielle, généralement. Donc il n'y a pas de rareté, donc on est sur le modèle de Wikipédia. D'accord. On n'est pas sur le modèle du Verger. Il n'y a pas de souci de rareté, il n'y a pas besoin de artificiellement mettre ça par-dessus. D'accord. Donc le mode d'accès, pareil que Wikipédia, c'est un accès par copie via Internet. Et les règles de partage, en fait on peut utiliser une licence libre pour, en gros, juste mettre légalement ce qui se fait déjà dans les mœurs dans la recherche, c'est-à-dire qu'un article, on peut déjà le citer, en citer des passages, on peut en traduire des bouts pour les donner à ses étudiants, on peut le repartager sur des mailing lists, des choses comme ça. Parfois on s'envoie des articles qui viennent de passer et de sortir, des choses comme ça. Et la condition, donc c'est ce qui est dans la licence Creative Commons Attribution, ou CC BY si vous la connaissez comme ça. L'idée c'est juste qu'on doit citer les auteurs. La condition pour pouvoir faire ça, et c'est dans la licence, c'est qu'on doit citer les auteurs. Et donc ces licences Creative Commons, qui sont des licences libres, sont très intéressantes parce qu'elles existent sous trois formes. Il y a une forme donc juridique, donc qui est valable dans plein de législations. Donc ça veut dire que ça c'est une forme juridique, ça veut dire que vous pouvez aller au tribunal avec et ça vaut vraiment quelque chose. D'accord. Ça sait s'appuyer sur les législations qui utilisent le droit d'auteur et sur celles qui utilisent le copyright. Ça existe aussi sous une forme lisible par les humains normaux, donc pas les juristes. Désolé, je sais pas s'il y en a. C'est-à-dire qu'il y a une page web pour chaque licence qui explique qu'est-ce que vous avez le droit de faire et sous quelles conditions, et qui existe dans plein de langues et tout ça, quoi. C'est vraiment bien fichu. Et puis il y a une troisième forme qui est une forme numérique sous forme de métadonnées. Ça veut dire que par exemple, quand vous cherchez dans Google Images, si vous utilisez ce moteur de recherche, ce que je ne vous conseille pas forcément, vous pouvez choisir de chercher que des images qui sont réutilisables, par exemple, parce qu'en fait les pages web peuvent dire cette image est sous licence Creative Commons, et c'est lisible par le moteur de recherche. D'accord. Donc ça pourrait être tout à fait la même chose pour les articles. Et puis la gouvernance, là on a besoin donc d'avoir une gouvernance qui a des intérêts alignés avec ceux des utilisateurs, c'est-à-dire de tout le monde en fait. On veut que tout le monde, on parlait d'accès citoyen, d'accord. Donc en fait c'est facile de trouver qui pour des articles de recherche a intérêt à ce qu'il soit le plus accessible possible et pour toujours, c'est les auteurs et autrices, tout simplement, d'accord. Donc les auteurs et autrices conservent leurs droits d'auteur et leur copyright, ça c'est quelque chose de très important, on arrête de céder ça à des maisons d'édition. Et les revues sont détenues par leur comité éditorial. Donc il faut savoir qu'actuellement, les comités éditoriaux des revues, ils ont très rarement des existences légales. Donc la revue est détenue par
Elsevier, mettons, et des chercheurs travaillent pour cette revue, des chercheurs et chercheuses, donc le comité éditorial, c'est les gens qui vont se charger d'organiser toute l'évaluation par les pairs, etc., qui font tourner la revue. Ils n'ont pas forcément d'existence légale. Okay, donc là, si on les constitue en association, déjà ça peut leur donner des droits et tout ça, et puis ils peuvent posséder la revue. Parce qu'actuellement, on a un vrai problème, c'est que si ce comité éditorial, tous ensemble, les gens sont d'accord pour dire on veut arrêter, on veut que notre revue, la revue importante de notre communauté passe en open access, mais en fait, ils ne peuvent pas parce que la revue est détenue par la maison d'édition, et ils leur disent non, vous pouvez partir, mais nous on prendra d'autres gens sur cette revue, et vous devez en créer une autre, et du coup on perd le facteur d'impact. D'accord ? Et donc c'est en ça qu'on est pris en otage aussi par la bibliométrie pour la transition vers l'open access. D'accord ? Parce qu'évidemment les gens ne veulent pas publier, puis ils sont obligés pour avoir un post aujourd'hui publié dans des revues avec un haut facteur d'impact, etc. Alors il y a des communautés où les gens font déjà attention à moins regarder ça, par exemple je sais que c'est le cas en mathématiques, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer de changer. D'accord ? Parce que ça pose quand même des problèmes. Donc finalement, ce vers quoi on veut aller, c'est... vers quoi moi je veux aller en tout cas, c'est une abolition complète de la propriété lucrative de la connaissance, d'accord, et une reprise du contrôle des chercheurs et des chercheuses sur leurs moyens de production. Okay. Donc ça c'est vraiment la chose qui est importante, et ce vers quoi on va avec le modèle diamant. Donc je vous donne un exemple de choses qui existent déjà sur ce modèle-là, les épi-revues, d'accord, donc les mêmes gens du CCSD qui vous fournissent HAL, qu'on est en train de célébrer aujourd'hui avec le lancement du portail HAL de l'Université Normandie. Ils fournissent aussi une plateforme qui s'appelle Episcience, qui permet de monter des épi-revues, donc n'hésitez pas. Donc une épi-revue, c'est quoi donc ça s'appelle Overlay Journals en anglais. C'est construit sur le même modèle que les revues traditionnelles, donc pas trop de friction. On garde la même idée d'avoir une revue qui est publiée régulièrement, qui organise du peer review de la même manière, de l'évaluation par les pairs, donc avec les mêmes genres de modalités. Les différences sont subtiles, c'est juste que la soumission des articles, elle se fait directement sur une plateforme de dépôt pérenne, comme HAL, d'accord, ou Archive, ou je sais pas laquelle vous connaissez. Voilà, et puis un volume de l'épi-revue, du coup, ça consiste juste en une série de liens vers les versions acceptées des articles. Parce que quelque chose qui est important aussi avec les plateformes comme HAL, et qui est rarement le cas sur les sites des maisons d'édition, c'est qu'un article peut exister en plusieurs versions. D'accord ? Donc on peut avoir une première version de l'article, ensuite on fait des mises à jour, ça peut être des corrections de typo toutes bêtes, mais ça peut être aussi des corrections de preuves super importantes ou des ajouts de choses qui avaient été oubliées, et au même endroit, à la même adresse, on peut voir la nouvelle version. D'accord ? Et on peut avoir une adresse directe vers une version spécifique, d'accord, de l'article. Et donc du coup, les avantages, c'est qu'on a un libre accès direct. D'accord ? C'est avant même la publication officielle, c'est-à-dire le tampon, ça a été peer-reviewé, on a un accès en libre accès. Ça c'est vachement important. C'est quelque chose qui aide vachement la science, parce qu'en fait ce qui peut se passer, c'est que notre article il est déjà en libre accès, il est dans une collection, il a des mots-clés attachés, donc ça veut dire que les gens du domaine peuvent le trouver, le voir, et déjà vous faire des retours avant même qu'il soit officiellement soumis à la relecture par les pairs. Vous pouvez l'améliorer comme ça, ou juste pendant qu'il est soumis, vous pouvez avoir d'autres retours en plus. D'accord ? Donc c'est quand même des choses assez intéressantes. Un autre avantage, les infrastructures existent déjà. D'accord ? HAL c'est déjà là. Donc ça veut dire que pour 0 coût supplémentaire, on peut organiser ce type d'épi-revue. D'accord ? Parce que donc je le rappelle, mais toute la gestion de la revue, c'est déjà fait par des gens qui sont volontaires, c'est-à-dire ils ne sont pas payés par la revue. D'accord ? Enfin, ça fait partie de nos missions d'animer notre communauté, de faire l'évaluation par les personnes, donc c'est normal qu'on soit payé en plus pour, c'est pas du tout ça que je demande, mais en tout cas, on n'est déjà pas payé pour le faire. Donc pour l'instant, il y a 0 coût additionnel par rapport à ce qui existe déjà pour monter une épi-revue. Donc les corrections et mises à jour des articles très simples, donc ça je vous l'ai dit, on peut facilement dire, voilà, la version acceptée de l'article, c'est la deuxième version qui est sur la page HAL de l'article, mais quand on clique dessus, on peut voir immédiatement qu'il y a une troisième version et accéder immédiatement à la version corrigée de l'article. D'accord ? Sur les sites des éditeurs de journaux, vous voyez souvent dans le volume d'après ou 5 volumes après, 6 ans après, une page avec un erratum qui dit genre, ah oui, au fait, à la page 4 de il y a 6 ans, il faut changer ça. C'est quand même beaucoup moins pratique.
Et puis c'est utilisable directement pour mettre en place le modèle diamant, c'est-à-dire que cette API revue, on peut la gérer, comme je disais, avec une association. On peut choisir d'utiliser des licences Creative Commons, on peut choisir de laisser aux auteurs leur copyright, leur droit d'auteur, d'accord. Et sur HAL, on peut mettre la métadonnée, c'est-à-dire quand on dépose un article dans HAL, on peut dire il est sous licence Creative Commons Attribution. Et du coup, ça veut dire qu'il sera trouvable comme ça facilement. On peut même imaginer aller plus loin que ça. On peut imaginer, par exemple, mettre en place ce qui s'appelle de l'open peer review, où là, on se passe complètement des revues, on arrête complètement ça et on dit l'unité de publication, c'est l'article. Et donc, on met un article en ligne sur une plateforme comme HAL, mais version 6.0, qui nous permet de faire aussi des reviews, qui permet à n'importe qui de faire des reviews de cet article, et les reviews sont publiques, signées et attachées à l'article. D'accord ? Alors il y a beaucoup de réticences sur ce genre de choses-là, mais imaginez par exemple un étudiant de M2 qui est en stage, et on lui dit, voilà, tu vas bosser sur tel sujet, donc il va sur HAL et il tape dans le moteur de recherche le sujet, et il voit un nouvel article, d'accord, qui n'a pas encore de review. Qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'elle fait l'étudiant, l'étudiante? Il prend l'article, il le lit, et il fait une super review. D'accord? Donc voilà, vraiment il corrige, on peut imaginer des typos, il voit qu'il y a une preuve qu'il y a un souci, d'accord, il fait une super review de l'article comme vous pouvez en recevoir de temps en temps quand le système d'évaluation par les pairs marche bien. Cette review elle est signée à son nom, elle peut être citée, d'accord, ça peut être super pour sa candidature à une bourse de thèse, d'accord. On a une vraie incitation à faire des bonnes reviews, d'accord, surtout si elles peuvent être citées elles-mêmes et qu'elles sont signées. Tout le monde peut participer à ça, et là je vous ai juste donné un exemple que je trouve assez vendeur pour le truc, mais évidemment ça marche pour tout le monde, d'accord. Et c'est quelque chose qui, dans la pratique, existe déjà dans certaines communautés. Je sais que par exemple en cryptologie, où j'ai fait ma thèse, on a donc l'Association internationale de recherche en cryptologie, qui a son propre dépôt, qui s'appelle l'e-print de l'IACR, donc l'association en question. Et les gens déposent tout de suite, dès qu'ils ont un article qui est prêt, ils le posent dessus, avant même de le soumettre quelque part. Pour la plupart, et en fait on a très rapidement des retours, parce qu'en fait en cryptologie, même s'il y a le monde entier qui pose ces trucs là-dessus, finalement il y a quoi? Il y a au maximum 10 articles par jour, lire 10 titres d'articles par jour et scanner ceux qui nous concernent, ça va assez vite, et du coup on peut très rapidement voir les 2 articles par semaine qui nous concernent, on va lire l'abstract, voir si ça nous intéresse ou pas, et de temps en temps on va en lire un pour de vrai, et on va pouvoir contacter les auteurs, leur faire des retours. Moi je me rappelle pendant ma thèse par exemple, j'ai été invité à un séminaire pour parler, et j'ai eu des retours du coup pour améliorer le papier avant même qu'il soit soumis quelque part. D'accord? Donc c'est quelque chose qui, c'est pas du tout quelque chose d'utopique, c'est quelque chose de complètement réaliste qui pourrait tout à fait se faire. Bon, pour l'instant on n'en est pas là, donc on va revenir à là où on en est. On est en période de transition, d'accord? Donc ça tout le monde est d'accord, qu'on va inexorablement vers l'open access. La question c'est vers quel open access on va, d'accord? Donc c'est là aussi qu'on revient sur les enjeux politiques. D'accord. Je vous ai déjà parlé des lobbies puissants des maisons d'édition qui font qu'on se dirige malheureusement vers le modèle auteur-payeur actuellement. Il y a même, donc je vous l'ai déjà dit, beaucoup de gens qui confondent libre accès et auteur-payeur, et qui donc du coup sont très réticents à juste raison quand on leur parle de libre accès ou d'open access. D'accord. Et on commence même à avoir, surtout au niveau européen, des financements de recherche, des bourses de recherche, avec une partie des crédits qui est fléchée pour payer les APC. Donc les APC, c'est les Author Processing Charge, c'est le modèle auteur-payeur. D'accord. Ça, c'est absolument problématique. Okay. Donc du coup, il faut réfléchir à comment on veut aller vers le modèle diamant dont je vous parle. D'accord. C'est là que les dépôts pérennes, ils ont un immense rôle à jouer, parce qu'ils peuvent servir de socle pour cette transition. Donc je vous ai parlé des épi-revues qui les utilisent. Du coup, si les gens, les chercheurs et chercheuses sont habitués à poser leur article là-dessus, le jour où on leur dira pour soumettre à telle revue, il faut que tu poses ton article dans HAL, ça les dérangera pas plus que ça, d'accord, parce qu'ils seront déjà habitués à l'utiliser, à avoir des retours, à avoir leur article qui est publié. Donc, pour l'heure, l'idée c'est d'encourager l'auto-archivage. Donc évidemment, il ne faut pas faire que ça, mais c'est une première chose à faire importante. Il faut aussi monter des revues alternatives, évidemment, sur ce modèle-là, et il faut affaiblir les maisons d'édition. D'accord? C'est les trois choses qu'on a, nos 3 missions actuellement, c'est ça. Donc, l'auto-archivage,
c'est quelque chose de vachement important. Pourquoi? Parce que ça encourage la prise de conscience des chercheurs. C'est-à-dire que quand on leur demande de le faire, au début ils se disent pourquoi, et c'est l'occasion de parler d'open access et de tous les enjeux qui existent autour. D'accord? Ensuite, ça permet, ça c'est une chose très importante aussi, à tous et à toutes d'accéder aux articles immédiatement une fois qu'ils sont déposés, et y compris aux articles qui ont déjà été publiés. Parce que monter des nouvelles revues c'est cool, mais les articles qui sont déjà publiés, on ne va pas les remettre dans ces revues-là. D'accord? Donc ça veut dire que l'auto-archivage c'est quelque chose de super important pour les articles qui existent déjà aussi. Ok? Et puis donc comme je vous l'ai dit, ça peut servir de socle pour une transition vers le modèle de faire open access, le modèle diamant. Les obstacles au dépôt, on les connaît, hein, c'est qu'une méconnaissance de leurs droits par les chercheurs et les chercheuses, qui se demandent toujours est-ce qu'ils ont vraiment le droit de faire ça. Okay, donc maintenant on a la loi République numérique là, qui nous aide à clarifier un peu les choses pour nous en France. C'est déjà un bon pas. Et puis il y a une complexité de l'opération de dépôt dans certaines archives. Donc ça c'était historiquement vrai pour HAL. Les dernières versions ont quand même beaucoup amélioré les choses. C'est pas encore forcément parfait, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui j'hésite plus du tout à recommander HAL. Mais si jamais il y a des gens qui râlent trop, on peut toujours leur dire d'aller sur Archive, sur Zenodo, d'accord, qui ont des interfaces de dépôt encore plus simples, moins vérifiées aussi, hein, donc c'est plus de bazar, mais ça marche quand même très bien. Dissemine, une plateforme dont on pourra parler peut-être plus tard, que j'ai lancé avec des amis, donc surtout un ami qui s'occupe du développement, et les dernières versions de HAL résolvent en bonne partie ces problèmes. Donc rapidement, Dissemine c'est une plateforme où, donc c'est sur dissem.in sur le web, vous allez, vous tapez votre nom, et en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on moissonne plein de bases de données d'articles, donc Crossref, base, OpenAir, des choses comme ça, et on trouve tous les articles qu'on peut trouver sur vous. Alors on ne prétend pas être complet, hein, cherchez pas à aller voir votre liste d'articles là-dessus, on n'a pas tout, d'accord. Nous ce qu'on veut c'est en avoir juste le plus possible. Et ce qu'on fait, c'est que pour chaque article, on regarde est-ce qu'il est déjà dispo en libre accès ou pas. Et s'il ne l'est pas, on regarde si vous avez le droit de le déposer ou pas. Et dans tous les cas, on ne va surtout pas vous empêcher de déposer, même si vous êtes censé pas avoir le droit. Vous pouvez déposer l'article en un seul clic parce que nous, on a déjà les métadonnées. D'accord. Donc initialement, on déposait que dans Zenodo. Maintenant, on s'est déposé dans HAL et OSF aussi. Ouais. Mais maintenant, si vous avez le DOI d'un article, HAL sait interroger Crossref et Sherpa Romeo et tout ça pour vous dire si vous avez le droit de le déposer. Et HAL peut vous permettre de faire quelque chose de très bien aussi, c'est que, vous pouvez dire je dépose l'article maintenant, mais j'ai encore 3 mois d'embargo, donc pour l'instant il y a juste la notice et dans 3 mois, boum, le PDF apparaîtra sur le site web parce que vous leur avez déjà donné. Donc monter des revues sur le modèle diamant, ça c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire, d'accord? Donc ça veut dire à nouveau qu'il faut essayer de passer outre ces histoires de facteurs d'impact et tout ça qui sont vraiment un frein pour le libre accès. Et évidemment, il faut utiliser des outils libres, d'accord, et des plateformes publiques. Ça sert à rien de sortir d'une cage pour entrer dans une autre, d'accord. Donc utiliser un logiciel propriétaire, privateur pour gérer son journal, ça veut dire qu'on n'est plus dépendant d'une maison d'édition, mais de l'éditeur du logiciel, d'accord. Utiliser des plateformes privées, par exemple, faire de la review par-dessus Academia, ça veut dire que le jour où Academia se fait racheter ou décide que finalement ce service-là, il est payant et très cher, vous êtes pris au piège, d'accord. Donc nous en France, on a la chance d'avoir une CCSD qui nous fournit Epicence, ScienceConf, HAL, et il faut en profiter, d'accord. Donc je ne sais pas si le développement de HAL, ScienceConf et Epicence sont en libre accès, en open source, donc c'est le logiciel libre, mais ça serait bien que ce soit le cas. Je sais que par exemple la plateforme revue.org, le logiciel Lodel est libre et c'est très bien, donc du coup si vous montez des revues en SHS et tout ça, revue.org c'est une très bonne solution aussi. Et puis je vais finir avec ça, après on peut passer à des questions-réponses ou à la suite. Comment on fait pour affaiblir les maisons d'édition? Il suffit d'arrêter de payer, hein, c'est le premier truc. Et puis on peut le faire parce qu'on a SciHub maintenant. Ça veut dire que vous pénalisez pas vos chercheurs et vos chercheuses si vous arrêtez d'être abonnés. Ils ont l'accès de toute façon. Alors c'est pas légal, il y a des gens qui essayent de faire en sorte qu'on n'utilise pas ça. Mais en fait la question de la morale la morale et le droit ça va pas forcément ensemble. Là en l'occurrence la loi elle est cassée.
D'accord ? C'est pas normal que la situation soit telle qu'elle est. Et du coup, SciHub, c'est une forme de désobéissance civile qui me semble tout à fait acceptable. Citer si possible les versions qui sont en libre accès plutôt que les versions pseudo-officielles qui sont dans les journaux. Donc ça, évidemment, les éditeurs de maisons d'édition, ils font pas grand-chose comme travail. Par contre, ils aiment beaucoup vérifier les bibliographies à la fin des articles pour vérifier que vous citez bien la version qui est sur leur page web avec le paywall, là, avec toutes les références que c'est dans le volume 12036 de la collection Bidule, de bien leurs éditions à eux. D'accord ? Ça, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui que maintenant qu'on ne va plus chercher dans les rayons à la BU les articles, les nouveaux en tout cas, qu'on va y accéder en ligne, on n'a pas besoin de ces données-là, d'accord, qui sont que de la publicité pour les éditeurs. Okay, donc ce dont on a besoin en pratique quand on est chercheur ou chercheuse, c'est le titre, auteur, autrice, la date pour savoir à peu près quand c'est sorti, et une URL vers le PDF, d'accord, ou vers une page web qui est à l'abstract et tout ça, et un lien vers le PDF. Donc le plus possible, il faut essayer de citer ces versions-là. Et puis il faut lutter contre la bibliométrie, donc ça, ne plus utiliser le facteur d'impact, je l'ai dit et répété, et puis il faut arrêter d'acheter Scival Scopus, qui a le double effet qui se coule de, aussi, comme l'arrêt des abonnements, arrêter de le financer les mêmes personnes, puisque c'est eux qui nous vendent ça aussi. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous présenter, donc le modèle diamant. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.